Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a choisi de faire un nouveau témoignage vivant et c'est Mathilde qui va nous raconter comment est-ce qu'elle s'est sortie de l'épilepsie grâce à l'Ayurveda. Salut Mathilde. Salut Julie. Ouais, c'est un épisode particulier pour moi que de vous partager mon histoire. Je crois que c'est avec l'épilepsie que j'ai vraiment encore plus mis les deux pieds dedans et tout le corps, toute la tête, enfin chacune des parties de mon corps et de mon âme vraiment au plus profond de l'Ayurveda. Je crois que c'est vraiment cette expérience de vie qui m'a amené encore plus à découvrir ce qu'était l'Ayurveda et comment le pratiquer intérieurement, quoi. Merci de nous partager ton histoire parce que moi je l'ai vécu à tes côtés et je sais que c'est une première fois aussi où tu partages ça. Oui. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Eh ben, c'était il y a 5 ans maintenant, juste un peu après le Covid, ou je sais plus dans quelle période c'était, parce que justement j'ai un peu perdu la mémoire dans ces espaces-temps-là. Je pars travailler un matin. Je dépose mon fils à l'école et c'est vrai que le matin, je me sentais un peu bizarre, mais je serais incapable d'expliquer cette sensation. J'avais un peu comme des extrasystoles, donc c'était le cœur qui battait des fois un peu plus vite, puis je me sentais bizarre, un peu hors de mon corps. Bref, je vais faire mes consultations en réflexologie. En plus, j'avais un nouveau cabinet que je partageais avec une amie, c'était super. Le cabinet était juste magnifique, fait tout en bois, enfin voilà. Et puis je fais ma consultation, et puis en plus cette histoire voilà est assez folle parce que pendant la consultation tout se passe très bien, et puis à la fin de la consultation cette femme me fait part que son mari est décédé d'une crise d'épilepsie. Et à ce moment-là, donc moi je m'en rappelle pas, hein, c'est vraiment ce qui m'a été expliqué après, j'ai fait ce qu'on appelle ma première crise qu'on appelle tonico-clonique, donc c'est une crise complète, ce qu'on appelle la crise de grand mal en épilepsie, qui est vraiment le fait que je me suis retrouvée. Donc j'ai perdu complètement connaissance, je suis tombée, j'ai beaucoup convulsé, donc j'ai eu une entorse des cervicales, j'ai une grosse fracture au niveau du front, j'ai eu le nez cassé. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de. J'ai bien été marquée, on va dire que j'ai pas fait les choses qu'à moitié. Et je me rappelle rouvrir les yeux et me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me revois vraiment être là sans être là, comme si j'avais vraiment fait une sortie de corps. Et puis de là, après, c'était parti, c'est-à-dire que j'ai été hospitalisée, euh, donc on m'a soignée, etc. Et puis je suis rentrée chez moi, je devais avoir rendez-vous avec neurologue, etc. Et puis là, j'ai recontinué d'avoir des crises d'épilepsie. Et du coup, là, on m'a mis sous traitement. Et puis là, de là est parti vraiment, les crises ne s'arrêtaient plus. Et du coup, je me faisais, en plus de ça, je découvrais un peu ce que c'était. Et comme je suis plutôt de nature très têtue, je me suis fait mal à plusieurs reprises parce que c'était difficile pour moi d'accepter de l'aide. Et c'était vraiment, je mettais le pied dans un très gros handicap. Je savais que ma vie avait été mise en danger, clairement. Et je ne savais plus comment réapprendre à vivre. Ça me demandait de la patience et je ne savais plus, je comprenais pas ce qui m'arrivait, comme pourquoi c'était tombé là, comme ça, sur moi. Pourquoi là, maintenant, aujourd'hui, voilà, un peu pour l'histoire. Merci. Je suis un peu émue parce que évidemment on était déjà très proches et voilà, moi j'ai eu très peur pour toi. Et j'ai vu effectivement comment tu as été pris en charge par les médecins à l'hôpital et puis les traitements qu'on a commencé à te donner et les effets des traitements aussi. Hmm. Donc est-ce que tu veux bien maintenant nous raconter quelle a été la suite?
Mm. t'a amené en fait peut-être à chercher d'autres solutions. Oui, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, étant donné que j'ai fait plusieurs crises d'épilepsie d'affilée, j'ai été hospitalisée du coup au centre, c'était à La Roche-sur-Yon à ce moment-là, en neurologie. Donc j'ai eu, voilà, j'ai eu tous les tests, hein, toutes les batteries de tests qui ne s'arrêtaient pas. Et de là, on a commencé à me donner des traitements anticonvulsifs et anti-épileptiques. Donc c'est deux choses qui sont bien différentes. L'anti-épileptique, c'est pour faire diminuer les crises d'épilepsie. Et l'anticonvulsif, c'était pour arrêter de faire des grosses convulsions. Parce que ce qui se passait, c'est comme j'avais une entorse au cervical, donc j'avais une grosse minerve, et il fallait surtout que je convulse le moins possible, parce que j'avais des grands risques sinon d'être vraiment très mal pour ma colonne vertébrale. Et ces médicaments-là, c'est clairement, pour moi, j'appelle la définition de tamas et dama, donc c'est-à-dire vraiment cette inertie et cette colle, cette glu, que sont ces médicaments anticonvulsifs qui sont nécessaires parce que ça m'éteignait complètement. C'est-à-dire que je me revois prendre les médicaments et commencer à avoir cette incapacité à parler, à ralentir ma voix et finalement à m'endormir. Mais j'avais en même temps ces sensations que j'allais vraiment mourir. C'est-à-dire je sentais comme si on baissait le bouton volume de mon activité électrique, enfin de mon système nerveux, de Vata, c'est-à-dire tous les mouvements de mon corps, on les diminuait. Donc j'avais vraiment cette sensation et j'avais même les battements de mon cœur qui diminuaient, donc j'avais vraiment cette sensation que j'allais complètement mourir. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on me donnait des anticonvulsifs ou des antiépileptiques, mes crises d'épilepsie devenaient de plus en plus fortes. Et après plusieurs discussions, il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très sensible aux médicaments, c'est-à-dire que si on donne 1 gramme à quelqu'un habituellement, moi vous m'en donnez 0,1 et c'est déjà bien trop fort pour moi. Donc mon conjoint de l'époque avait expliqué ça au médecin, il voulait pas forcément l'entendre. J'ai aussi vécu clairement des gros traumatismes dans l'hôpital, dans la manière dont on m'a traité parce qu'on n'écoutait absolument pas tout ça. Et puis ils m'ont fait tester je sais pas, j'ai dû tester, je pense, ouais, 5 ou 6 traitements différents en l'espace de 5 6 jours. Donc j'étais vraiment un légume. Vraiment un légume parce que leur but c'était juste, dans leur fonctionnement, c'était de diminuer mes convulsions et l'épilepsie. C'était absolument pas de comprendre ça. Et moi, dans ma sensibilité, ça ne faisait qu'augmenter mes crises. Et comme ça devenait vraiment compliqué, euh, avec mon conjoint de l'époque et ma mère, ils ont pris la décision, avec moi, mais avec le peu de discernement que j'avais suite au traitement, on m'a retiré de l'hôpital. Donc ça a été toute une histoire. Il y avait même l'hôpital nous avait même rappelé parce que j'avais pas le droit de partir comme ça sans signer aucune décharge, mais on n'avait pas voulu de signer de décharge parce que clairement j'avais été mise en danger à l'hôpital par tous les traitements qui m'avaient ingurgité, enfin qui m'avaient donné et que j'avais ingurgité, et où je me rappelle très bien me dire là, vu tous les traitements que j'ai eus, je sais pas comment est-ce que mon corps va être capable de les digérer et va être capable de les transformer. Et je me rappelle me dire soit je prends mon courage à 2 mains et je décide de vivre et du coup de tout donner pour renaître après cette mort, parce que pour moi je l'ai vraiment vécu comme une mort, et j'ai vraiment décidé que ce soit l'Ayurveda qui m'accompagne, parce que déjà c'était déjà dans mon processus, on en a parlé longuement avec Julie, et du coup Julie m'a proposé d'aller voir le Vaidya Narendra Das. Ce qui se passe, c'est que moi, donc, j'habite à côté de Nantes et lui, il est à Grenoble, donc il fallait que je traverse. À cette époque, j'avais évidemment plus le droit de conduire, plus le droit. Aussi, on me proposait de prendre le vélo. Donc c'était vraiment compliqué, sachant que j'étais la seule dans la famille à pouvoir conduire. Et j'ai quand même pris mon courage à 2 mains et je suis allée faire cette consultation avec ce Vaidia en me disant, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si c'était le seul discernement, le seul espace de discernement où je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. C'est-à-dire c'était ma seule porte de sortie dans ce que je chantais au plus profond de moi et dans le seul espace qui me restait encore de clarté d'esprit. Et, euh, et j'ai fait ce premier rendez-vous. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est-à-dire que ce premier rendez-vous, on avait loué un gîte
et pas loin de Grenoble, où est le cabinet. Et là où on était, le patelin s'appelait La Morte. Ça marque un petit peu. C'est-à-dire Ah que oui, moi je m'en rappelle bien, oui. ouais, ça m'a vraiment marqué. Et puis, j'ai fait mon premier rendez-vous qui était super violent. Je vais pas le cacher. C'était, je crois que tu t'en rappelleras, Julie aussi, Ah parce que oui, je t'ai appelé. C'était violent parce que ça m'a mis face à mes déséquilibres. Ça m'a mis face à plein de choses auxquelles j'avais pas forcément envie de voir auparavant. Ça m'a mis face aussi. Je suis quelqu'un qui est plutôt passionné. Et c'est rigolo parce que le terme passionné, on avait cette discussion hier sur l'étymologie du mot passionné, qui a changé un peu mon sens. Mais en tout cas, bref, pour vous dire que la passion m'avait engendré vraiment, m'avait presque brûlé et m'avait engendré, voilà, je m'étais perdue aussi dans ma passion du travail. J'ai fait beaucoup de choses dans ma passion pour ma famille. J'avais tout donné à mon détriment. Et du coup, c'est comme ça que mon corps a trouvé la solution pour me dire stop. Parce que pour ceux qui me connaissent, je suis assez têtue et avant de m'arrêter, faut frapper fort. oui, je confirme. Voilà. Et j'ai fait mon premier rendez-vous. Et je me rappelle très bien parce que le Veidia m'a dit, ok, est-ce que financièrement, comment c'est pour toi? Enfin voilà, on avait tout posé. Parce que je lui avais dit que voilà, le peu d'énergie qui me restait, c'était pour ma santé. C'était pour moi, pour que mon fils ait une maman en bonne santé. Enfin voilà, c'était vraiment. Et je crois que c'est aussi viscéral de me dire, je me rappelle me dire, mais mon fils, il peut pas être en présence d'une mère qui à tout moment peut tomber, se faire mal et avoir des visions d'horreur en fait. Et donc j'ai dit à Lionel, j'étais clairement pas. J'avais pas beaucoup d'argent, mais je m'étais dit, bon ok, l'argent, il va venir si c'est ça pour me sauver la vie et me faire renaître, je l'aurais. Et puis tout est venu. J'ai trouvé l'argent. Alors que du coup, bah, pour ceux qui sont en libéral, vous connaissez, hein, c'est-à-dire que bah, moi j'ai dû être complètement arrêtée. Donc qui dit arrêt en libéral dit arrêt de mon salaire aussi. Donc c'était quand même assez challengeant. Mais j'ai commencé à mettre tous les traitements en place qui étaient vraiment drastiques parce que j'avais encore à ce moment-là les traitements des médecins, donc qui étaient très peu dosés, mais qui pour moi étaient complètement dosés. C'est-à-dire que je me rappelle quand je prenais mon médicament anticonvulsif le soir, je disais au revoir à tout le monde parce que je savais que quand je le prenais, je n'étais plus capable de parler, donc ça me faisait perdre la mémoire. Les journées qui suivaient, je perdais mes mots, j'étais toujours en train de chercher mes mots. Enfin, tout était au ralenti. C'est comme si l'influx nerveux ne se faisait plus ou alors se faisait, mais d'une lenteur. Donc moi qui aime pas trop la lenteur et qui aime bien quand ça aille vite, ça m'a fait travailler. Et voilà. Et là, j'ai vraiment mis les choses en place. Alors ce que j'ai mis en place, donc il y a eu l'alimentation. Déjà, donc dans mon cas, c'était vraiment un gros déséquilibre. J'avais donc tous mes mouvements, donc Vata qui était vraiment explosé, je sais pas d'autres mots. J'avais un excès de kapha et j'avais beaucoup trop d'ama, donc de toxines. Et je me rappelle très bien, le Vaidiak m'a regardé, il m'a dit, est-ce que tu fais la distinction entre un excès de kapha et un excès d'ama? Et je me rappelle lui dire, oui, oui, très bien. Et parce que je l'avais dans la théorie. Mais je l'ai vécu dans la pratique, dans mon corps par la suite. De voir en fait comment, quand ama diminuait, je pouvais sentir que j'avais encore un excès de kapha. Enfin, tout ce jeu qui était... Parce que finalement, leurs qualités sont assez proches, les toxines Oui. et l'excès de kapha sont assez proches. Il y a la notion de la lourdeur, du froid, etc. Enfin, que je retrouvais en moi. Donc c'était intéressant de sentir ça. Et en fait, j'ai directement senti quand j'ai commencé les traitements, où je me suis dit, ah, c'est là où je vais intégrer l'Ayurveda pleinement, où je vais vraiment venir, enfin, la vivre et, et me sortir juste de la théorie. Et du coup, je l'ai pris de cette manière-là, de me dire, ok, bah, cette pathologie-là, elle va m'apprendre à vivre au travers de l'Ayurveda et ça va être mon initiation. Et donc, j'ai commencé, donc j'ai dû arrêter complètement le gluten, être sans gluten et sans lactose complètement, qui ont les qualités de kapha et qui sont vraiment lourdes à digérer, et quelque chose que je n'étais plus en capacité, d'autant plus que les traitements que j'avais ralentissaient Vata, donc ralentissaient les mouvements de ma digestion aussi.
C'est-à-dire que j'avais de la constipation, enfin ça ralentissait sa mana, enfin ça ralentissait vraiment tous mes mouvements en fait. Mhm. Ma respiration aussi, ma circulation sanguine, mon élocution, toutes ces choses-là étaient complètement ralenties. Donc au niveau alimentaire, j'ai vraiment diminué tout ça. Enfin, je ne mangeais plus, absolument plus. J'ai arrêté de fumer aussi, j'étais fumeuse. Alors ça, autant vous dire que c'est fait très naturellement parce que à partir de ma chute, j'ai jamais eu envie de refumer une seule cigarette, ça a été radical. Mais quand même, je le précise. Et donc j'avais des traitements aussi très... Je me rappelle, j'avais un mélange, d'ailleurs qu'on peut proposer aujourd'hui, mais trifala, vinaigre, miel, tous les matins. Je peux vous assurer que c'est pour ceux qui connaissent, et tout le monde tire la langue, c'est vraiment pas bon. Mais alors moi, je peux vous sentir, et j'ai pris ça pendant 1 an, non-stop, tous les matins, sans oublier une seule fois. Mais genre, c'était ma sadhana, c'était mon hygiène de vie, et je ne pouvais pas déroger à la règle, c'était mon objectif de vie, enfin, d'être en... Voilà. Tous les matins, mon fils me regardait en me disant « Oh là là, maman, ça a l'air vraiment pas bon », et à la fin, il finissait par m'encourager, et finalement, eh ben, on s'habitue. Clairement, je m'étais habituée au goût. Donc voilà. Et puis, j'ai vraiment commencé la méditation. Je me suis vraiment remis au yoga. Et là, ça a été pour moi une grande porte parce que dans les textes, parce que du coup, évidemment, j'ai cherché beaucoup dans les textes, dans le Charaka Samhita, qu'est-ce qui était dit pour l'épilepsie. Donc les traitements, c'est beaucoup à base d'urine de vache. Autant vous dire que ça me bottait pas trop de prendre de l'urine de vache. Et n'étant pas en Inde en plus, enfin voilà, on n'a pas du tout la même culture avec la vache, donc la question ne se posait pas. Et, euh, et par contre, il y avait toute une notion des gunas, du mental qui se jouait, et surtout de cette notion j'allais dire d'avidité, mais de tout ce qui est en lien avec la peur. Enfin voilà, ça m'a mis en lumière tous mes déséquilibres, en fait. Et du coup, par la méditation, j'ai vraiment eu cette sensation de poser chaque chose comme si, vous savez, comme si votre maison, ça fait des années que vous n'en êtes pas occupé et que là, vous êtes obligé. Ben, en fait, j'ai fait pièce par pièce. J'ai fait meuble par meuble parce que la maison dont je vous parle, c'était mon corps. Et du coup, en méditation, j'ai fait pièce par pièce de mon corps, partie par partie, pour le purifier. Et ma sadhana, c'était tous les mois et demi, je retournais à Grenoble, je remettais en place des nouveaux traitements. C'était toujours très violent parce que les mots parfois pendant mes consultations étaient violents, étaient forts. Et je sais que si j'avais pas eu ces mots violents, j'aurais pas mis autant en place les choses. Et là, j'ai vraiment senti le rapport médecin patient, je sais pas si je peux dire ça, mais je me le permets là dans le sens où, parce que moi je me suis considérée vraiment comme j'étais une élève, mais bien au-delà d'une élève, et c'était vraiment, j'avais une foi totale dans mon Vedya, mais aussi et surtout dans la pratique de l'Ayurveda. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de tout mettre en place. Et voilà. Je confirme. Moi, j'ai suivi tout ça, évidemment, à tes côtés. J'ai vu ton évolution. J'ai vu la mise en place des traitements, les effets, comment tu as pu arrêter les traitements aussi. Et puis, comment finalement, ce que proposait l'Ayurveda au travers du Vaidya a été guérisseur, profondément guérisseur. Et en même temps, j'ai vu tous les efforts que ça a demandé, la rigueur, la discipline, l'engagement aussi. Et on sait toutes les deux à quel point, effectivement, parfois, quand on commence une démarche d'Ayurveda, il est difficile de maintenir une constance dans ce qu'on peut proposer comme conseil, et même si on a la plus grande volonté du monde. Et effectivement, comme tu l'as dit très justement, il y a certaines paroles qui impactent plus que d'autres et qui nous rappellent le pourquoi de notre engagement. Et moi, c'est ce que j'ai vu dans ton cas. Et j'ai vu effectivement l'évolution, oui.
Mm. Comment est-ce que, au travers de tout ça, ton état il s'est stabilisé? Comment tu as récupéré tes capacités? Comment ça t'a relié encore plus finement à certaines perceptions? Mm. Comment ça en a ouvert d'autres aussi? Et puis comment ça a fait bouger aussi, quelque part, des lignes dans ta vie de réajustement par rapport à des habitudes, à des fonctionnements, à un rythme. Et, euh, et comment tout ça, tout ce processus-là a été soutenu effectivement par la richesse de l'Ayurveda. Mm. Oui, puis c'est vraiment cette notion de... J'ai vraiment... C'est fort, je ne saurais pas comment le transmettre ou vous le dire, mais il y a vraiment cette notion de... Je suis vraiment passée de la théorie à la pratique. Et en fait, je me suis dit, waouh, enfin, c'est bien au-delà de ce qu'on a appris. Enfin, c'est-à-dire, c'est comment on le ressent à l'intérieur de soi, c'est quoi l'évolution, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un canal qui s'ouvre, qu'est-ce que ça veut dire quand je sens quand ça s'ouvre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je sens quand les mouvements ils se remettaient en place. Et de voir, je vous parlais tout à l'heure du Charaka Samhita, mais quand j'ai lu les, la définition de l'épilepsie dans le Charaka Samhita, quand j'ai lu les traitements qui étaient, je me suis dit, bah voilà, j'ai une pathologie chronique, je vais bientôt mourir, c'est pas possible. Enfin voilà, c'est vraiment classé en plus comme dans les pathologies mentales. Ça me paraissait impossible en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte, au travers de vivre ça physiquement, qu'il y avait vraiment une différence entre la théorie et la pratique en fait. Et que ce qu'on peut trouver dans les textes, évidemment, c'est le tcharak, enfin voilà, il n'y a absolument pas ça à mettre en cause, mais qu'il y a la pratique derrière, ce qu'on peut mettre en place, et qu'en fait, c'est pas parce que le texte propose ça que si vous prenez pas un autre chemin, il est pas bon parce que, et je revois très bien ma neurologue me dire, il y a autant d'épilepsie que d'êtres humains sur Terre. Et là, je m'étais dit, waouh, bah ça c'est pareil, c'est de l'Ayurveda avec le fameux ça dépend en fait. Et d'ailleurs, j'avais noué un lien assez fort avec ma neurologue parce que je lui ai jamais menti sur les traitements que je suivais, avec qui j'étais accompagnée. Elle m'a suivie et d'ailleurs ça a jamais, on n'a jamais poursuivi, mais elle voulait même que je participe à un congrès sur l'épilepsie pour partager mon histoire parce que ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai absolument plus aucun traitement d'épilepsie parce que j'ai réussi à nettoyer et puis à faire la passation. Je ne prends absolument plus aucun traitement, ne serait-ce qu'ayurvédique aujourd'hui. Et je n'ai plus du tout de crise d'épilepsie depuis plus d'un an, un an et demi, ouais. Oh oui, Peut-être peut-être c'est même même un 2 peu ans, ouais, plus. bah oui, même plus de, ouais, voilà, Mm. oui, oui, même plus de 2 ans. Donc je sais que c'est possible et c'est pour ça que ma foi, elle a été mise à rude épreuve. Mais par contre, elle a été dans une seule direction. Elle s'est mise, ma foi a été mise au service de l'Ayurveda. Et je sais que il n'y avait pas une journée où je n'allais pas me poser sur mon hôtel que j'avais créé dans ma chambre pour poser une intention et pour méditer chaque jour. Et ça a été ce qui a été pour moi le plus soutenant. Évidemment, mes amis, ma famille à ce moment-là ont été d'un très très grand soutien. Mais vraiment, je sais que c'était de moi à moi que ça a été mon challenge. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis aussi de me dépasser, dans le sens où il y a pas longtemps, en juin, j'ai fait un grand raid sportif où j'ai mis un an à me préparer, où je m'étais dit, si tu t'en sors, tu vas vraiment te remettre au sport. Et en plus, tu vas te donner un challenge parce que en ayant vécu ça, en m'ayant sorti de ça, j'avais la sensation que tout était possible et que l'impact de l'esprit sur la matière et inversement était tellement puissant que moi qui n'avais jamais été sportive, qui à l'école était toujours choisie en dernière, enfin voilà, euh, voilà, le sport et moi ça faisait qu'un, et ben je me suis dit que même ça c'était possible et la preuve en est c'est que ça a été possible parce que je me suis retrouvée en Corse à faire un raid sportif, à faire des activités sportives que jamais de ma vie j'aurais fait avec entre la course, le kayak, la nage, tyrolienne, l'escalade, enfin, et j'en passe. Et je l'ai fait. Et je sais que ça m'a amené ça. Tout ça parce que j'avais mis en pratique l'Ayurveda. Et que du coup, la mise en pratique m'avait apporté cette forme de clarté, de discernement
que finalement je n'avais pas forcément juste avec la théorie. Totalement. Et ça, c'est clair que ça se vérifie quasiment à chaque fois, puisque finalement, l'essence de l'Ayurveda, elle est celle d'accompagner le vivant, et que le vivant est en mouvance, est en évolution constante, si bien que la théorie peut parfois être, comment dire, non appropriée à un instant T, à un contexte de vie, et, puisque évidemment il faut se remettre les choses dans leur contexte, dans le sens où toutes ces théories, elles ont aussi été écrites à un certain moment donné, dans une certaine ère, à une certaine époque, avec certaines cultures, et qu'aujourd'hui nous sommes dans une autre ère avec d'autres énergies, d'autres vibrations, d'autres fréquences, d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres manières d'être en relation avec le vivant. Et ce que j'entends aussi du coup dans ton histoire au travers de cette mise en pratique, c'est que il y a eu au travers notamment de ta pratique de méditation comme une forme d'initiation, de rebrancher ta conscience avec les différentes parties de ton corps, et de rebrancher en fait avec certainement avec ta nature profonde. Ouais, bah, j'allais dire de rebrancher à l'essentiel. Tu vois, je me revois méditer et me dire que je faisais un peu le bilan de ma journée, de ce qui avait été difficile, ce qui avait été ok et tout ça. Et je me rappelle que ma plus grande difficulté n'était pas du tout de prendre les traitements qui m'étaient donnés par mon Vaidya. Ma plus grande difficulté, c'était de mettre en place les piliers de l'Ayurveda, l'alimentation et le sommeil. Et pour moi, c'était les deux choses les plus difficiles. Parce que l'alimentation, c'est 3 fois par jour. Donc, c'est une sadhana, c'est quelque chose, enfin, c'est hyper intense. C'est-à-dire que je n'avais, et je le sentais de toute façon, je n'avais pas le droit à l'erreur. J'avais tellement des obstructions, et qu'en plus, les traitements qui m'avaient été donnés ralentissaient, donc clairement obstruaient encore plus les canaux. Si par-dessus ça, je faisais des erreurs, c'était fini. C'est clair. Et je mettais ma vie en danger. Donc, j'avais pas le choix. Et c'était ça le plus difficile. Et de maintenir un sommeil de qualité. Ça voulait dire pas regarder de films en me couchant, etc. Alors que j'étais transit peur. Enfin, là, Oui. clairement, j'avais peur. Et du coup, même mon système nerveux, j'avais du mal à m'endormir aussi. Parce que j'avais peur de mourir ou j'avais peur de, en m'endormant, faire une crise d'épilepsie. Oui. Et au final, au final, aujourd'hui, je dors très bien, je mange très bien, je remange du gluten. Non, c'est que je suis passée par une grosse phase de purification, ce qui m'a valu d'ailleurs perdre j'ai perdu, je crois, plus de 10 kilos la première année avec les traitements. Et parce que j'ai levé les obstructions et parce que j'ai évacué ce qui avait besoin d'être évacué, aussi bien au niveau du mental qu'au niveau physique. Et j'insiste vraiment sur les deux parce que c'est vraiment les deux, la synergie de tout ça qui m'a permis ça. Mais aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, je n'ai plus du tout de crise d'épilepsie. Aujourd'hui, j'ai pas de traitement. Par contre, ça m'a vraiment montré, dans les piliers de l'Ayurveda, qu'est-ce que moi, là où j'étais le plus sensible. Aujourd'hui, je sais que moi, l'alimentation, c'est là où je suis le plus sensible. C'est là où ça va plus facilement me déséquilibrer. Alors que le sommeil, ça va mettre plus de temps. Par contre, l'alimentation, si je fais trop d'écart, même si j'aime pas le terme écart, mais par exemple, il suffit que je mange un peu trop de gluten en une semaine, je vais tout de suite le sentir. Et c'est comme si j'avais mon seuil de toxines que je pouvais sentir comme un peu un thermomètre qui montait et qui descendait. Et en fait, cette histoire de vie, alors il y a tout un autre contexte parce que j'ai vécu d'autres choses aussi, mais m'a réellement permis de comprendre comment je fonctionnais et qui j'étais au travers de l'Ayurveda. Et du coup, aujourd'hui, j'ai mes petits curseurs, donc je sais, je vois très bien. Donc des fois, je m'autorise, je sais ce que ça va m'engendrer, mais je sais que je peux me le permettre parce que je ne vais pas dépasser mon seuil de toxines. Oui. C'est toute la beauté de ce chemin de la connaissance de soi et en fait simplement de l'observation et de l'écoute.
c'est ça. Et de la patience, ce qui a Bien été sûr. très challengeant pour moi. Parce Oui. que quand on est enfermé chez soi, qu'on ne peut pas sortir, qu'on est allongé dans son lit parce qu'on n'a pas le droit de bouger, parce que j'avais ma minerve, que j'avais mal partout, que j'avais le nez cassé. Puis le nez cassé, je pouvais pas bien respirer, donc voilà, j'ai encore des traces aujourd'hui. Enfin voilà, tout ça, quand on est alité et qu'on n'a rien d'autre à faire qu'à méditer, c'était soit je me plaignais, soit je me mettais en place. Et je sais que parfois ça a été difficile aussi pour mon entourage parce que je m'étais vraiment mis dans cette dynamique de c'est mon histoire, elle m'appartient, je vais m'en sortir par moi-même au travers de l'Ayurveda. Et j'ai mis toute cette confiance là-dedans, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à accepter l'aide de mon entourage, de ma famille, de mes sœurs, de mon conjoint, de toi. Enfin voilà, je sais que c'était vraiment, c'était mon challenge à moi, de moi à moi et de l'Ayurveda à moi-même. Bravo. Bah ouais, bravo, je sais pas, mais en tout cas. Bah si, moi je te dis bravo parce que j'ai suivi tout ça et je sais effectivement ce que ça représente et ce que ça a représenté pour toi. Donc bravo. Ok, je prends. C'est pas facile, mais je prends. Tu peux recevoir ça ou pas? Ok, je reçois. Waouh. Est-ce que tu as un message complémentaire par rapport à ton témoignage? À des personnes qui effectivement elles aussi peuvent ou ont vécu de l'épilepsie? Ben, je suis un peu émue, mais pour moi en tout cas, c'est pas un message, mais en tout cas la leçon que moi j'en ai tirée, c'est que tout est possible. Et que si on s'enferme dans c'est une pathologie chronique, vous aurez ça à vie, ou c'est génétique, ou que sais-je, enfin, toutes ces dynamiques-là qui nous enferment, qui nous mettent en prison dans notre mental, et nous fait finalement capituler, nous font oublier à quel point c'est possible. Et je peux vous assurer que tous les médecins allopathiques qui me suivaient n'y croyaient pas, pour eux c'était pas possible, et clairement j'en suis la preuve vivante. Alors non sans mal, hein, j'y suis allée, hein, j'ai donné du mien. Mais pour moi ça m'a vraiment montré comme quoi tout est possible. Vraiment. Je confirme. C'est aussi mon leitmotiv. Tout est possible. Voilà. Merci infiniment Mathilde pour ce témoignage. Voilà, je suis émue à nouveau d'avoir réentendu cette histoire et d'être à tes côtés aujourd'hui et de voir la vie qui a repris son chemin et son expression. Donc voilà, on est très heureuse de pouvoir vous partager des témoignages comme celui-ci. On ressent vraiment que c'est important que vous puissiez aussi rencontrer l'Ayurveda au travers d'autres formes d'expression et donc de témoignages. Donc on vous souhaite une belle écoute. On vous remercie pour votre présence et puis venez nous dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça vous fait. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. Tu as aimé cet épisode ? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux ? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.